Alors que nous cherchons du divertissement dans notre quotidien, le jeu nous apporte des moments de détente, de partage entre amis ou en famille, mais pas que. Il nous permet aussi d'apprendre et de développer de nouvelles connaissances. Bref, vous l'aurez compris, jouer c'est essentiel. Bienvenue dans Nananer. Je m'appelle Mathilde, je travaille dans le domaine du jouet depuis 10 ans. Je suis maman et je vous emmène dans ce podcast à la rencontre d'experts et de professionnels pour comprendre comment le jeu intervient dans tous les aspects de notre vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez écrit votre prénom et que vous l'avez accroché fièrement au-dessus de votre porte-manteau à l'école ? Vous non, mais vos parents sûrement. L'apprentissage de l'écriture est un long processus. Mais parfois, certains ont besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Sophie Merge-Duval, graphopédagogue, qui aide à acquérir de l'aisance dans le geste d'écriture, et cela grâce au jeu. Bonjour Sophie. Bonjour Mathilde. Vous êtes professeure des écoles depuis bientôt 20 ans. Cette année, vous exercez auprès des CP et vous avez décidé de suivre une formation pour devenir graphopédagogue. D'ailleurs, vous êtes aujourd'hui la seule à exercer ce métier en Indre-et-Loire, un métier peu connu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce métier ? Graphopédagogue, c'est enseignant spécialisé en rééducation du geste d'écriture. C'est une formation que j'ai suivie avec l'association 5E. Et je fais partie maintenant de ce réseau de graphopédagogues au niveau national. Et nous sommes entre 40 et 50 maintenant. Et effectivement, c'est un métier assez récent qui ne parle pas beaucoup aux gens, mais qui a pour objectif, tout comme celui de graphothérapeute, de rééduquer le geste d'écriture. Mais le déroulé n'est pas le même, en fait. La finalité est la même, mais le déroulé n'est pas le même. Et justement, je me suis posé la question, quelle est la différence entre un graphopédagogue et un graphothérapeute ? La différence principale, la différence entre le graphothérapeute et le graphopédagogue, c'est que le graphopédagogue, c'est de la pédagogie de l'écriture. Donc, on va encoder un nouveau geste en faisant des séances espacées de 3 à 5 semaines avec un petit travail quotidien à faire, ludique, toujours sur la forme du jeu, pas des lignes d'écriture à faire, pour encoder ce nouveau geste. Le graphothérapeute, on a les mêmes finalités, mais là, les séances vont être hebdomadaires et il y a cet aspect thérapie en cherchant pourquoi il y a ce blocage ou cette difficulté au niveau de l'écriture. Et ça, ce n'est absolument pas l'objectif de la graphopédagogie. En fait, finalement, j'ai quelques élèves qui me disent que je suis une maîtresse des crayons. Donc, maîtresse des crayons, il n'y a pas de thérapie. C'est un encodage d'un nouveau geste, d'une nouvelle posture, d'une nouvelle tenue de crayon. Et comment est-ce que vous avez été amenée, parce que finalement, en tant que professeur des écoles, à découvrir cette formation et du coup à vouloir être formée pour ce métier-là et ouvrir votre cabinet Alors, j'étais pas satisfaite de la manière dont j'enseignais le geste d'écriture et l'écriture à mes élèves. Et j'ai cherché les formations qui pouvaient exister. Et puis, il y a eu le premier confinement, qui a fait que j'ai eu comme challenge d'enseigner l'écriture à des élèves que je n'avais pas sous la main et à des parents qui ne sont plus ne savent plus faire les lettres, former les lettres comme on doit leur apprendre à l'école parce que leur écriture est devenue adulte, en fait. Leur écriture a mûri. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet à chercher et j'ai trouvé cette association et j'ai trouvé qu'elle proposait vraiment des outils fantastiques et à l'année qui a suivi, j'ai postulé pour la formation de graphopédagogue. Et justement, là, pendant le confinement, est-ce que justement vous avez réussi à trouver des outils pour
pour finalement atteindre cet objectif qui était d'apprendre l'écriture cursive à des élèves qui étaient à distance et pas sous la main? La chance que j'ai eue, c'est qu'ils avaient été bien préparés au niveau de la grande section, donc ils avaient déjà un geste qui était plutôt bien établi. Et après, ça se faisait beaucoup par devoir envoyer, en fait. Parce que l'école apprenante en vidéo avec des petits, c'est compliqué. Mais on a trouvé des petites choses, une petite phrase à copier, à illustrer, voilà. Et j'ai renvoyé des abécédaires à tous les parents pour qu'ils se rappellent dans quel sens on formait les lettres. Oui, c'est vrai que je pense qu'on est nombreux à avoir oublié. Ah mais tout à fait, tout à fait. Alors j'imagine qu'en tant que graphopédagogue, vous êtes amené à intervenir auprès de différents publics. Est-ce que finalement vous travaillez essentiellement avec des enfants ou vous pouvez être amené à rencontrer aussi des adultes qui ont connu des accidents de vie et qui doivent par exemple passer d'une écriture de la main droite à l'écriture de la main gauche? La graphopédagogie, c'est comme les jeux, c'est de 6 à 99 ans. Ouais. Effectivement, il y a les enfants, bien sûr, on pense à eux en premier, mais il y a les adolescents, les jeunes adultes, les collégiens, les étudiants, pour apprendre justement à écrire plus vite, et les adultes, ceux dont vous parliez, qui ont eu un accident de vie et un AVC ou quelque chose, un accident quelconque, et qui fait qu'ils doivent réapprendre à utiliser leur main scriptrice ou même apprendre à utiliser l'autre main quand vraiment ce n'est pas possible de réutiliser parce qu'ils ont perdu complètement l'usage de la main scriptrice. Okay. Donc voilà. Et les personnes âgées pour réapprendre à retrouver un peu de mobilité de la main et puis faire fonctionner le cerveau aussi en faisant des petits jeux d'écriture, juste des petits bacs, écrire une phrase, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une profession où on peut toucher tout le monde. Ouais. Et c'est pas simplement parce qu'on a un problème vraiment diagnostiqué, c'est vraiment tout le monde. Apprendre à écrire mieux, plus vite, c'est vraiment les objectifs, et de manière non douloureuse. Oui, voilà, j'allais en venir justement parce que effectivement, ça fait partie de vos objectifs aussi pour des personnes qui souffrent, qui ont mal quand ils écrivent. Ah oui, parce que quand on a mal, quand on écrit, on n'a plus envie d'écrire, c'est une souffrance. Et en fait, écrire, c'est un plaisir. Ouais. Donc, voir sa main, la plume glisser sur la feuille et les mots venir, c'est quand même quelque chose qui est agréable, ça fait du bien à soi-même. Et donc, c'est important aussi de retravailler ça parce que ça permet de retravailler la confiance en soi aussi. Et alors, même pour moi qui ai forcément appris l'écriture cursive, en me renseignant un petit peu sur votre métier, je me souvenais même plus de cette partie qui est finalement... Il y a plusieurs mouvements dans l'écriture cursive. Il y a les boucles. Les boucles, voilà, il y a ces différentes... Vous pouvez nous préciser justement Alors, on n'est plus dans cette très jolie écriture de nos grands-parents avec les liés, les déliés, les pleins et les déliés. Ça, on peut le faire, bien sûr, mais on le réserve à la poésie, au cahier de poésie, pour le décorer, pour que ça soit joli. L'objectif du graphopédagogue, c'est de rendre l'écriture fluide. Donc, on va essayer le plus possible de faire le geste avec le moins de lever crayon possible. Donc, rendre cette écriture vraiment fluide et rapide, en faisant moins de boucles un peu partout, le petit œilleton du O, le petit œilleton du V, du B. On essaye de pas trop les faire parce que celles-ci viennent perturber en fait la fluidité peut-être de l'écriture. Ok. Donc on va travailler sur des gestes, les premiers gestes sur lesquels on travaille après avoir travaillé la mobilité des doigts, c'est ce qu'on va appeler la boucle et le pic, qui permettent de faire la majorité des lettres de l'alphabet, en fait. Boucles et pointes, parce que si je n'utilise pas le bon mot, ça ne va pas le faire. On va travailler sur les boucles et les pointes. Moi, je dis pic en classe, parce que pointe, ça ne leur parle pas.
Le sujet qui nous intéresse, donc nous, c'est le jeu. Finalement, dans votre métier en tant que graphopédagogue, comment est-ce que vous êtes amené à utiliser le jeu pour travailler justement autour de ce geste d'écriture? Le jeu est important au niveau de l'apprentissage parce que cet apport ludique fait que l'enfant n'a pas forcément conscience de travailler en fait. Donc c'est de travailler de manière plus ou moins inconsciente. Oui, tout à l'heure, vous me disiez, il y a des enfants qui disent quand est-ce qu'on travaille Voilà, en c'est fait, ça. Et, parce qu'on a travaillé autrement et comme ils ont travaillé autrement et de manière moins scolaire, en fait, ils sont persuadés de ne pas avoir travaillé du tout. Mais en graphopédagogie, dans les séances, ça va être le même objectif parce que le réapprentissage du bon geste d'écriture, c'est pas faire des lignes, c'est pas ça du tout. Mais c'est d'encoder un nouveau geste, mais de le faire avec plaisir. C'est ça qui est important. Et puis, il y a plein d'autres petites choses à mettre en place. La mobilité des doigts, les petits doigts qui ne savent pas se plier. Et ça, ils ont bien besoin de le travailler. Donc, ça peut être enfiler des perles, faire de la pâte à modeler, des petits exercices comme ça, jouer au Mikado. Donc ça, ce sont des exercices. Voilà, nous, on a un objectif pédagogique derrière, oui. Mais l'enfant, lui, a l'impression que c'est plutôt... Il joue. Oui. Bon, il faut lui rappeler quand même qu'on travaille en jouant. On peut faire les deux. Apprendre en s'amusant. Voilà, apprendre en s'amusant. Ouais, c'est ça. Je pense notamment à la gamme éducative des jeux Widika. Cette marque a notamment pour slogan « Apprendre en s'amusant ». Et ce sont d'ailleurs des jeux que l'on retrouve dans des manuels scolaires comme le délire. Alors, justement, est-ce que dans l'apprentissage de ce geste d'écriture, est-ce qu'il y a vous avez identifié des étapes un peu clés finalement, où justement vous allez, pour répondre un peu à ces différentes étapes, utiliser le jeu Oui, tout à fait. La première étape, ça va être la motricité fine avec apprendre à bouger ses doigts correctement, puisque le geste, c'est le mouvement, le crayon, c'est le mouvement des doigts, du pouce index majeur, et donc on a besoin de travailler ça. Donc on va travailler avec remuscler les doigts avec de la pâte à modeler. Ça peut être visser, dévisser quelque chose. Ça peut être jouer au Mikado pour apprendre à récupérer son petit bâton sans tout faire tomber et en utilisant bien la pince des doigts. Ça peut être qu'est-ce que je peux vous proposer comme petit jeu? Moi j'avais même noté les marionnettes à doigts. Les marionnettes à doigts, tout à fait. On a en cabinet et à l'école, j'utilise les petits monstres à doigts. Et c'est un petit monstre un peu... il est poli mais il est gourmand. Donc en fait il va manger tous les autres doigts et c'est pour obliger à bien faire cette petite pince de tous les doigts. Et puis, il est nécessaire aussi que les enfants se rendent compte que les doigts peuvent bouger indépendamment les uns des autres. Et donc, on va se transformer en marionnettiste, en pianiste pour faire bouger ses doigts indépendamment. Les muscler pour certains enfants qui ont les doigts trop laxes, les détendre pour ceux qui ont en revanche les doigts trop crispés. Il y a muscler la mémoire, le cerveau, en faisant des jeux de mémoire, des jeux de retrouver un objet parmi tant d'autres, pour travailler ce qu'on appelle lampe en mémoire aussi. D'autres C'est-à-dire Alors, lampe en mémoire, c'est être capable... Vous avez dû faire ces jeux-là quand vous étiez petite. Je dis un mot, vous répétez le mot, vous en rajoutez un. Le troisième doit répéter les 2 premiers mots et rajouter un, et ainsi de suite. Ça, c'est lampe en mémoire. Et c'est important puisqu'on va en avoir besoin ensuite pour l'écriture, la copie. La lampe en mémoire, il est important parce que plus vous allez mettre de mots dans votre tête quand vous l'avez lu, la phrase que vous devez vous recopier, vous l'avez bien lue, vous avez mis le plus possible de mots dans votre tête, donc vous allez pouvoir être focalisé sur la réécriture de la phrase, la copie de la phrase, sans lever le nez tout le temps.
ce qui est perturbant et qui fait qu'à un moment, on ne sait plus où on en est dans sa phrase, dans sa copie. Donc voilà, on travaille ça aussi. Il y a aussi, on va utiliser également des jeux qui permettent d'organiser la pensée. Et parce que c'est la même chose quand on écrit. Il faut être organisé. Quand on recopie une phrase, c'est toujours la même chose. Il faut la lire. Parce qu'on écrit bien. On peut recopier bien ce qu'on a compris. Donc, il faut la lire, il faut la comprendre. Il faut trouver les pièges. Donc, on va chercher les sujets, les verbes, les compléments pour pouvoir faire tout ça. Donc, c'est une organisation de la pensée. Et l'organisation de la pensée, on peut le travailler aussi par des jeux de logique. Et c'est ça qui va permettre de cette organisation, comprendre comment ça fonctionne. Et comprendre aussi que l'importance de verbaliser. Et qu'on commence en bas, en haut à gauche et puis qu'on descend. Un jeu, on peut le faire dans le sens de l'écriture. On commence en haut, on va de gauche à droite et puis petit à petit, on descend jusque sur le bas du jeu, donc le bas de la page. Et justement, vous parliez tout à l'heure, en aparté, des jeux de construction qui participent aussi à cette C'est la cette logique. Voilà, ouais. C'est ça. Et les jeux de construction, c'est pour l'enfant, parce qu'en général, ce sont les enfants qui sont dans les jeux de construction. Ça travaille la coordination aussi. La coordination main-œil, qui est importante à travailler. Donc, il va y avoir ça. Ça, c'est une première étape. Une deuxième étape, c'est la posture. Écrire, bien écrire, ça commence par une bonne position sur sa chaise et devant sa table. Et on a les pieds posés à plat, on a les épaules détendues, on a les bras posés bien sur la table. Il faut vérifier que tout ça, c'est à la bonne hauteur. Et on n'est pas en diagonale sur sa chaise, ni les pieds sur le côté, ou les pieds sous les fesses, ou assis sur un petit coin de la chaise. Donc ça, c'est vraiment important et qu'il faut qu'ils en prennent conscience. Parce que pour pouvoir... faut être ancré, en fait, et pour pouvoir lancer ça. Et une fois qu'on a bien retravaillé cette motricité des doigts, cette posture, on va pouvoir lancer... cette fluidité du geste. On va travailler également la mobilité du bras en apprenant à pousser des objets avec tout son bras parce que le geste d'écriture, c'est un mouvement du bras. C'est pas juste un mouvement d'essuie-glace du poignet ou du coude. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont à travailler et qui sont vraiment importantes, notamment avec les petits. Et puis, pour les grands qui l'ont pas du tout intégré. Je pense aussi, du coup, à cet apprentissage de l'écriture cursive, puisque au-delà donc de remuscler les doigts et la main, il y a aussi vraiment cette partie geste d'écriture pour retrouver une écriture. Donc donc en séance et en travail à la maison, parce que là en graphopédagogie, il y a un travail à faire un peu quotidiennement pour encoder ce nouveau geste. Et plutôt que de faire 10 fois la même ligne, on a mis en place au niveau du réseau 5E des dés. Donc on lance le dé, il faut refaire ce qui est écrit sur la face du dé, il faut le refaire 5 fois de manière correcte. Ou on a mis, moi j'ai créé des petits trous où on fait tourner la flèche et là t'es tombé sur un pic, une boucle, un pic, une boucle. Et alors, c'est parti, un pic, une boucle, un pic, une boucle. Et on y va, on le verbalise, on le refait. Et c'est cette manière un peu plus ludique de le faire qui fait que ça va mieux passer. Et finalement, dans cet apprentissage de l'écriture, il y a aussi le fait de se repérer dans la page. Tout à l'heure, vous en parliez, donc du partir du haut, ce travail finalement du sens de l'écriture. Le sens de l'écriture, le sens de la lecture. Et, tout bêtement, en collant des gommettes. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Des petits algorithmes de gommettes. En allant de gauche à droite, on commence en haut et on descend. Et en collant des gommettes, des carrés, des rectangles, des triangles, qui permettent de bien les poser. Et c'est tout où on travaille la globalité, mais toujours
par le jeu finalement. Comme quoi, le jeu est vraiment au cœur de ces apprentissages. Alors, pour conclure un peu cet entretien et résumer tout ce que vous nous avez présenté, je trouvais intéressant de revenir sur les 3 composantes de l'écriture. Il y a une composante, il me semble, donc motrice, voilà. Avec le geste, avec tout ce petit travail à partir de jeux dont on a parlé tout à l'heure pour apprendre à mobiliser ses doigts, toute cette partie-là. Mais il y a aussi 2 autres composantes importantes qui sont le son et le sens. Le sens, je vais commencer par le sens. Copier, on copie bien ce qu'on a compris. Et pour comprendre, il faut savoir lire. Donc là, on est dans la composante du son. Et ce qui est important, ce qu'on demande beaucoup aux enfants, c'est de verbaliser, de dire tout haut ce qu'ils sont en train de faire pour que le cerveau se rende bien compte qu'il n'est pas en train de dessiner, mais qu'il est en train d'écrire. Et donc le son, c'est... alors là, je vais utiliser ce qu'on utilise beaucoup en CP, c'est de dire « fais tomber le son dans ton oreille ». Parce qu'une lettre chante, elle a un nom, elle a un son. Et quand on met les sons ensemble, ça fait des syllabes. Et quand on met les syllabes les unes après les autres, ça fait des mots. Et donc, c'est important. Donc, pour pouvoir écrire comme il faut avoir développé sa motricité. Il faut être entré dans la lecture et comprendre ce que l'on lit. Et lire, c'est comprendre. Donc, tout ça, c'est lié, en fait. Et c'est très important. Et ça fait partie des choses qu'on vérifie aussi quand on voit un élève arriver en cabinet, c'est son niveau de lecture et sa compréhension. Parce qu'un enfant, paradoxalement, un enfant peut lire, c'est-à-dire qu'on dit que c'est un bon décodeur. Donc, il connaît le nom des lettres, il sait les faire chanter ensemble, mais pour autant, il ne va pas savoir forcément ce qu'il a lu. Et donc, c'est important. Écrire, c'est comprendre. Lire, c'est comprendre. Et donc, tout va ensemble. Et pour la petite anecdote, vous parliez tout à l'heure de quelque chose que vous aviez mis en place en classe. Les chuchoteurs. Et voilà. Et ça, je trouvais ça vraiment excellent. Donc, si vous pouvez justement nous expliquer les chuchoteurs. Les chuchoteurs, alors ça plaît énormément en classe. C'est un petit appareil fabriqué par les bons soins de mon mari. C'est un petit appareil qui ressemble à un téléphone. Et que l'on place un embout au niveau de la bouche, un embout au niveau de l'oreille. Ça s'appelle chuchoteur parce que l'enfant est obligé de ne pas parler trop fort, sinon il va se faire mal à l'oreille. Mais cet appareil lui permet de lire et de s'entendre lire. Et de s'entendre, ça lui permet de mettre du sens. C'est ce que vous disiez, faire tomber le son dans l'oreille. Fais tomber le son dans ton oreille. Voilà, c'est ça. Et pour le faire bien tomber, le plus simple, c'est de s'entendre le dire. Et ça permet aussi de travailler correctement. Enfin, une autre manière de travailler les confusions de sons, qu'on entende bien la différence entre le p et le b, entre le d et le t. Voilà, qui sont les sons que font les lettres D, T, P, B. Mais ça, c'est important. Donc, faire tomber le son dans son oreille. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a un jeu auquel vous êtes imbattable ou auquel vous aimez jouer avec votre famille ou vos amis? Alors, le jeu du memory, c'est un jeu que j'aimais beaucoup faire avec mes enfants. Et j'aimais beaucoup y jouer quand j'étais petite. Et j'ai beaucoup apprécié y jouer avec mes enfants. Ah oui, le memory. J'ai aussi de bons souvenirs autour de ce jeu. En tout cas, merci beaucoup Sophie de nous avoir partagé votre expérience en tant que graphopédagogue. Cela nous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette partie gestes d'écriture et finalement comment le jeu participe à l'apprentissage de toutes ces composantes. Merci Mathilde pour cette invitation et le plaisir de cet échange. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouvel invité. Pour patienter, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir du contenu exclusif. Et n'oubliez pas, jouer c'est essentiel. Nananer, un podcast proposé par WDK Group Partner, leader de la distribution Un jeu et jouet.